Chapitre, nous allons terminer l'étude des ondes par un aspect qui est assez important, qui est la question de la polarisation d'une onde vectorielle transverse. Alors, pour vous montrer un peu ce que ça représente, je propose de reprendre le cas de la vibration sur une corde vibrante. Et dans cette petite vidéo, vous voyez que la vibration d'une corde vibrante peut se faire à la fois dans un plan. Alors, vous voyez ici que la vibration se fait dans un plan, dans cette première partie, mais elle peut aussi se faire de manière circulaire. Alors vous voyez ici, alors j'arrête ici, vous voyez ici que la vibration se fait de telle sorte que si on note x, OX, l'axe horizontal, eh bien y, enfin le déplacement pardon, de la corde, eh bien reste par exemple selon l'axe y. Alors qu'ici, dans cet exemple-là, que je vais remettre en vidéo assez rapidement, eh bien, vous voyez, si j'arrive à le... Où est-ce que c'est? C'est là, voilà. Alors vous voyez ici que, par contre, ici, il y a une rotation du déplacement. C'est comme si finalement le vecteur position, le vecteur déplacement de la corde, eh bien, tournoyait. Dans un cas, on va parler de polarisation de rectiligne, et dans un autre cas, on va parler de polarisation circulaire. Alors je vous laisse de nouveau remettre la vidéo, vous la trouvez très facilement avec le titre qui est là. Alors j'espère juste que... Voilà. Donc on voit ici la rotation, ici la polarisation circulaire. Alors, comme je le disais, on va parler donc d'abord d'une onde qu'on appelle vectorielle. Alors une onde vectorielle, c'est une onde où au moins l'une des grandeurs physiques associée à cette onde est vectorielle. Donc ça exclut déjà tout de suite eh bien, l'onde électrique dans un câble, puisque c'était l'intensité, la tension. On va donc plutôt prendre par exemple le cas d'une onde électromagnétique où la vibration est associée au champ électrique et au champ magnétique eh bien, de cette onde. Par contre, on va prendre une onde qu'on appellera transverse, en ce sens que le vecteur associé à la vibration, donc le vecteur associé à la grandeur physique qui se déplace, eh bien, vibre dans un plan orthogonal à la direction de propagation. C'est typiquement ce qui se passera dans le cas de l'onde électromagnétique dans le vide. Et puis par contre, ça exclut le cas de l'onde acoustique, puisque l'onde acoustique, c'est une onde qu'on appelle longitudinale, c'est-à-dire que le vecteur vitesse associé à la vibration des tranches d'air se fait dans la même direction, dans la même direction que la direction de propagation. Donc, nous allons donc parler de polarisation d'une onde, par exemple électromagnétique, mais il n'existe pas de polarisation d'une onde acoustique. Commençons donc ce chapitre en essayant de nous concentrer justement sur la polarisation de la lumière. Et pour cela, j'aimerais vous montrer une petite expérience assez connue, qui est celle-ci, où on prend deux feuilles polaroïdes, et on va voir que ces deux feuilles polaroïdes, suivant leur direction respective, eh bien, soit la lumière passe, soit la lumière ne passe pas. Donc c'est pas un problème d'absorption, c'est vraiment un problème d'orientation. Et c'est ce qu'on appelle le problème des filtres polarisants. Alors, on va essayer d'amener progressivement cette idée-là, en commençant par rappeler quelques fondamentaux. Alors, l'étude des ondes électromagnétiques sera une grosse partie des chapitres de deuxième année, mais on peut déjà commencer à donner quelques éléments. On va dire qu'on étudiera ce qu'on appelle une onde électromagnétique plane progressive monochromatique se propageant dans le vide dans la direction de plus UZ. Donc UZ, ça va être la direction de propagation, vous voyez ici, et on va noter oméga la pulsation. On va dire que la vitesse de phase, eh bien, c'est c fois UZ, où c est la célérité de la lumière dans le vide. Admettons que dans le vide, le champ électrique et le champ magnétique vérifient l'équation de D'Alembert, ce que vous démontrerez l'année prochaine. Et donc on va noter lambda la longueur d'onde, donc C sur F 2pi sur K, puisque la relation de dispersion est une relation de dispersion d'Alembertienne, donc K carré égale oméga 2 sur C2. Et puis K égale KUZ, qui va être la direction de propagation. Rappelez-vous que l'interprétation physique du vecteur d'onde, c'est le vecteur qui indique le sens et la direction bien, de la propagation de l'onde. Donc l'onde se propage ici, et vous voyez que le champ électrique et le champ magnétique vibrent en étant constamment
orthogonales à la direction de propagation. Retenez aussi que dans le vide, K, E et B forment un trièdre direct. Vous voyez, K, E, B forment un trièdre direct. À tout instant. Et c'est vrai uniquement dans le vide. On va appeler polarisation d'une onde électromagnétique, eh bien, l'étude de la direction du champ électrique. Alors pourquoi? C'est parce que si on connaît la direction électrique, du champ électrique, on connaît la direction du champ magnétique puisqu'il est orthogonal. Donc globalement, on va se contenter d'étudier dans toute la suite le champ électrique, on sait que le champ magnétique il existe. Et on va dire que l'on prend une onde qui s'écrit en notation réelle, en notation complexe, E égale un vecteur E0 exponentielle j oméga t moins kz. Donc rappelez-vous, exponentielle j oméga t moins kz, ça donne bien une propagation selon plus uz. Maintenant, contrairement au cas habituel, au cas qu'on avait étudié avant, eh bien ici vous voyez que ce vecteur ici, qui est l'amplitude de l'onde, eh bien il va évoluer dans le temps. Il peut évoluer dans le temps. Je poursuis. Premier exemple de polarisation, donc d'étude de l'évolution de la direction du champ électrique, eh bien c'est le cas simple qu'on appelle une polarisation rectiligne. Alors par exemple, supposons que j'ai une polarisation rectiligne selon Ux. Ça veut donc dire que si je le représente à un instant t, le champ électrique il est comme ça, et si je le représente dans son évolution, vous voyez que le champ électrique, eh bien, reste dans un plan. Alors reste dans le plan contenant Ux et Uz. Alors même mieux que cela, le champ électrique est toujours porté par Ux. Par contre, il vibre. Donc il vibre tout en étant porté par Ux. Donc onde polarisée selon Ux, et bien dans ce cas-là, le vecteur E0 de t est constant. Il vaut E0 Ux. Et donc votre onde, elle s'écrit E0 exponentielle j oméga t moins kz Ux. Retenez bien cette écriture-là, c'est une question classique d'oral. Quand on vous dit dans un sujet d'oral, on considère une onde plane progressive harmonique de polarisation rectiligne selon Ux, vous devez être capable de ressortir une expression comme celle-là. Et puis après, on peut noter, alors ça c'est la notation complexe, on peut bien sûr noter, prendre la notation réelle en disant que c'est en cosinus oméga t moins kz. Alors je rajoutais un phi parce que E0 peut être un nombre complexe, mais c'est pas très important ici. Je peux faire la même chose avec une polarisation selon Uy, en disant que le champ électrique est porté par Uy. Bon, c'est exactement la même chose. Et je l'ai représenté en figure 3. Donc vous voyez ici, le champ électrique, il peut être porté par Uy, et là la vibration se fait Uy. Ça veut donc dire qu'à ce moment-là, c'est le champ magnétique qui est porté par Ux. Et puis je peux prendre aussi une polarisation toujours rectiligne, mais dans une direction quelconque. Alors, c'est ici. Alors, quand je dis quelconque mais dans un plan transverse, c'est-à-dire que ça reste dans le plan X ou Y. Et puis dans ce cas-là, comme en fait je dis par exemple que le champ électrique, eh bien, il vibre dans une direction qui fait un angle θ par rapport à Ux, eh bien, ça veut dire que le champ électrique peut s'écrire sous la forme E0 cosinus θ Ux plus sinus θ Uy, le tout fois le terme de propagation cosinus oméga t moins kz. Alors une remarque, vous constatez que cette écriture-là, qui est une polarisation rectiligne dans une direction θ, dans une direction θ par rapport à Ux, c'est une combinaison linéaire des deux premiers cas. C'est-à-dire qu'en fait, je peux décomposer tout ça en une première polarisation selon Ux, plus séparément un deuxième terme qui est une polarisation selon Uy. Et donc ça veut dire que finalement, si je sais traiter par exemple la polarisation selon Ux et séparément la polarisation selon Uy, je vais tout savoir traiter. Alors ça c'est ce qu'on appelle une polarisation donc rectiligne. Alors je peux faire un peu mieux, je peux faire ce qu'on appelle une polarisation circulaire. Alors une polarisation circulaire, c'est ce que je vous ai montré il y a quelques instants, c'est-à-dire que le champ électrique va tournoyer. Alors c'est ce que je représente ici. On va imaginer simplement que cette fois-ci, dans le plan X ou Y, le champ électrique va tourner. Alors ça c'est ce qu'on appelle une polarisation circulaire droite. Alors pour s'en rappeler, vous dites simplement que si vous mettez votre pouce de la main droite vers OZ,
vos doigts finalement tournent, enfin vous utilisez votre main droite, donc en fait eux tournent dans le sens qui est indiqué par vos doigts. Je recommence ma phrase. Prenons notre main droite. Si le pouce indique au Z, eh bien le champ électrique tourne bien dans le sens indiqué par mes doigts. Donc les 4 doigts. Et donc vous voyez ça dans l'espace. Vous voyez bien, hein, ça, on a une polarisation circulaire, c'est-à-dire que, bon, certes, le champ avance, il se propage, mais la direction du champ électrique décrit un cercle. Et donc je dis, une polarisation circulaire, c'est une polarisation pour laquelle je vais prendre un champ électrique qui va avoir une composante selon Ux et une composante selon Y qui, en notation complexe, sont déphasées eh bien, de π sur 2 ou moins π sur 2. C'est ce que je dis ici. Je prends un champ électrique sous la forme, une amplitude du champ électrique étant E0 Ux plus exponentielle Iπ sur 2 ou exponentielle moins Iπ sur 2 Ux, Y. Et si je regarde un peu, et que je me place en notation complexe, eh bien ça revient à dire que j'ai une polarisation selon Ux et une polarisation selon Y qui sont en quadrature de phase. Et on va appeler polarisation circulaire, donc, un ensemble de deux polarisations rectilignes orthogonales en quadrature de phase. Dans ce cas, eh bien, la pointe du champ électrique va décrire un cercle. Si je veux prendre une polarisation circulaire droite, comme je vous l'ai dit, eh bien, en fait, il suffit de réfléchir un peu. Alors, en notation, ici, il faut prendre en fait un déphasage entre les deux qui est ici moins π sur 2. Et si je regarde un peu, en fait, il faut prendre cosinus et sinus, parce qu'on sait qu'en notation complexe, si je prends cos et sin, je reconstruis l'exponentielle complexe qui tourne bien dans le sens direct. Et donc ici, j'ai bien cos et sin. Ça marche assez facilement. Et donc vous avez bien deux composantes qui sont en quadrature, et vous avez ici une polarisation circulaire droite. Et vous pouvez faire de la même manière pour une polarisation circulaire gauche, en prenant cos et moins sin. Bon, le reste, c'est des détails de calcul, et ça ressemble à ça. Alors cette fois-ci, vous dites, je prends ma main gauche, et si mon pouce indique OZ, eh bien mes 4 doigts tournent bien dans le sens des aigus d'une montre. Et j'ai en fait ici représenté ça en 3 dimensions avec une polarisation circulaire. Une remarque, les polarisations rectilignes forment une base, c'est-à-dire que toute polarisation d'une onde est une combinaison linéaire d'une polarisation rectiligne selon X et d'une polarisation rectiligne selon Y. Mais de la même manière, les deux polarisations circulaire gauche et circulaire droite forment aussi une base. C'est-à-dire qu'on peut étudier n'importe quelle polarisation en disant que c'est une combinaison linéaire d'une PC gauche et d'une PC droite. Maintenant, application concrète, la question du polariseur. Alors on appelle polariseur un matériau qui finalement ne va pas réagir de la même manière suivant la nature de la polarisation de l'onde électromagnétique qui le traverse. Je vais dire donc qu'on appelle polariseur une lame transparente. Alors c'est par exemple ici, c'est cette lame-là, donc c'est l'une de ces deux feuilles-là. Qui laisse passer uniquement une seule direction de polarisation, qu'on appelle la ligne passante, et élimine l'autre. Alors par exemple, je vous propose ici ce schéma-là. On imagine que ce cercle représente ma feuille, et on imagine que la ligne passante, c'est celle-ci, et que la ligne bloquante, c'est celle-là. Autrement dit, si une onde polarisée rectilignement arrive, si elle est polarisée selon U, elle passe. Si elle est polarisée selon V, elle ne passe pas. Bien évidemment, si on prend une polarisation qui est quelconque, je vais projeter cette polarisation sur les deux axes et je vais conserver uniquement la partie qui est selon U. Et donc je dis simplement, si un polariseur présente une ligne passante selon U, l'onde en sortie est en polarisation toujours selon U. Exemple, on imagine en fait une onde qui arrive sur le polariseur avec une direction de polarisation qui est UX, en Z égale à 0. Alors c'est cette situation-là par exemple. Au départ, avant d'arriver sur le polariseur, mon onde est comme ceci.
voyez bien, c'est une onde polarisée rectiligneusement, qui est une onde plane progressive harmonique, d'amplitude constante. Et puis, maintenant, si je projette le vecteur ux sur u et v, qui sont des vecteurs unitaires, ben, j'obtiens ça. Je vois donc que l'onde après, en ne conservant que ce qui est polarisé selon u, eh bien c'est E0 cosinus oméga t moins kz, cosinus u. En fait, c'est une espèce de projecteur comme chez les matheux, hein, en fait, hein, c'est un projecteur le polariseur. Il garde uniquement une des deux directions. Alors bien évidemment, si θ égale à 0, donc ici si ce θ-là égale à 0, et que l'onde initiale était polarisée selon ux, eh bien l'onde incidente passe intégralement, sans être atténuée. Si à l'inverse, alors j'aurais dû mettre en fait ici un item, hein, petite erreur, hein. Alors page combien? Page 6. Un petit item. Si θ égale pi sur 2, eh bien l'onde incidente est bloquée totalement. En fait, c'est ce qu'on appelle la ligne bloquante. Donc si θ égale pi sur 2, ça veut dire que la ligne bloquante est bien ux et l'onde ne passe pas, parce qu'elle était initialement selon ux. Dans tous les autres cas, l'onde passe en partie. Il y a une partie qui est absorbée et une partie qui est conservée. Éclairement ou intensité lumineuse, alors là pour le coup, c'est vraiment l'objectif de la deuxième année, donc je ne vais pas empiéter sur le cours de deuxième année, je vous donnerai juste quelques éléments de culture. L'idée c'est que pour construire la puissance rayonnée, on va construire un vecteur en deuxième année qui s'appelle le vecteur de Poynting. Ce vecteur de Poynting, eh bien, il s'écrit comme étant E produit vectoriel B. Et une question classique d'oral, c'est de donner une signification physique au vecteur de Poynting, et en fait, vous verrez en deuxième année que son flux représente la puissance rayonnée par l'onde, donc le flux de pi donne la puissance rayonnée par l'onde à travers une surface. Autrement dit, pi s'exprime en watts par mètre carré, et il représente la densité surfacique de puissance rayonnée par une onde. Dans ce cas-là, on peut définir ce qu'on appelle l'éclairement lumineux epsilon, en disant que cet éclairement lumineux, eh bien, il est défini comme la moyenne de la norme du vecteur de Poynting. Alors, la notion, pourquoi il y a une moyenne? Parce que c'est encore une fois lié à la question des détecteurs. En fait, les détecteurs sont généralement des systèmes qui sont lents, et comme ils sont lents, ils vont se comporter comme des intégrateurs, et donc comme des moyenneurs. Revoir en fait le cours sur les filtres, on avait parlé, la question du moyenneur. On peut donc démontrer que pour une onde progressive monochromatique, cet éclairement s'écrit, alors avec une coquille, eh bien, epsilon, qui est proportionnel eh bien, à l'amplitude du champ électrique au carré. Retenez cette idée-là. Dans le cas d'une onde plane progressive harmonique, eh bien, l'éclairement, ce qu'on mesure, ce qu'on perçoit, eh bien, il est proportionnel à l'amplitude du champ électrique au carré. Alors la démonstration, vous la verrez en deuxième année, hein, c'est passionnant. Intensité lumineuse, alors il y a une petite subtilité, on utilise aussi les termes intensité lumineuse parfois. Alors dans le cours de prépa, la notion d'intensité lumineuse est confondue avec la notion d'éclairement. On ne vous demandera jamais de savoir quelle est la différence entre les deux, ça n'est pas du tout l'objectif de la prépa. C'est assez proche de la notion de puissance lumineuse, donc puissance lumineuse, amplitude, éclairement, intensité lumineuse, tout ça on va dire que c'est proportionnel. Et donc on va simplement dire que si on revient dans l'exemple précédent, qui est ici, eh bien on dit que si l'on prend l'onde avant, eh bien l'amplitude au carré, c'est E0 carré, et l'amplitude après, son amplitude au carré, c'est E0 carré cos carré. Autrement dit, si je mesure eh bien, l'intensité lumineuse en sortie sur l'intensité lumineuse en entrée, eh bien elle vaut cos carré de θ. Et de la même manière pour l'éclairement. Cette loi, elle est très importante, elle s'appelle la loi de Malus pour les polariseurs. Alors, exemple de polariseur, c'est par exemple ici, ce truc-là, c'est un polariseur, c'est ce que je vous ai montré ici. Ça peut être aussi, en fait, les filtres polarisants dans certaines lunettes qui permettent d'atténuer la lumière et de ne pas être ébloui. Alors, justement, je poursuis. Petite remarque, lorsqu'on prend la lumière naturelle, cette lumière naturelle, on dit qu'elle est non polarisée.
Alors c'est assez compliqué, vous verrez ça en deuxième année. Ça veut simplement dire que c'est comme si elle avait une polarisation selon IX et une polarisation selon UY, mais qui étaient totalement indépendantes les unes des autres, l'une de l'autre, pardon. Alors aussi une autre illustration de la loi de Malus, ça veut simplement dire que si mon onde arrive selon UX, si mon polariseur est selon UX, pas de problème, elle passe intégralement. Si mon polariseur est à 60 degrés, l'onde est un peu moins intense, et l'onde passe un peu, mais par contre je sais qu'en sortie elle est dirigée par petit u. Et par contre, si l'onde arrive selon UX et puis le polariseur est selon UY, eh bien j'ai rien en sortie. Alors j'ai quand même mis quelques petites choses, mais c'est rien. Ouais, ok, d'accord, ça je l'ai dit, ça j'ai dit. Et puis, dernière chose, montage polariseur-analyseur. Alors c'est une expérience classique que j'aurais aimé faire en fait en fin d'année avec vous. On va imaginer une situation où on a un polariseur et un deuxième polariseur après. Ce deuxième polariseur, alors d'ailleurs c'est ce deuxième polariseur et non pas ce deuxième analyseur, donc page 8. Donc deuxième. Ce deuxième polariseur, on va l'appeler analyseur. Alors c'est cette expérience-là, on va ici prendre un premier polariseur, puis un deuxième polariseur. Le premier polariseur, ça va permettre d'être sûr de la polarisation de ce qui se passe entre les deux. Donc ici, par exemple, on va mettre un polariseur selon UX. Autrement dit, l'onde arrive, peu importe comment elle arrive avant, je sais qu'en sortie, eh bien, l'onde est polarisée selon UX. L'onde va passer ici, et donc elle va être partiellement atténuée, et en fait, simplement, on va dire que l'intensité en sortie ici, par rapport à l'intensité en entrée, eh bien, ça va être en cos carré de θ. Et puis bien sûr, si les deux polariseurs sont croisés, eh bien, c'est-à-dire que les deux lignes passantes sont orthogonales, et donc c'est-à-dire qu'il y a une extinction totale. Montrons cela ici. Dans cette expérience-là, le premier polariseur, on va l'appeler polariseur, le deuxième, on va l'appeler analyseur, et donc, ici, ils sont parallèles, donc la lumière passe, et puis progressivement, ça diminue comme cos carré de θ, qui est une fonction décroissante entre 0 et pi sur 2, et puis là, ils sont en croisée, et donc ça s'annule intégralement. Alors si on veut avoir une expérience un peu plus propre, on le fait comme ceci. Donc, alors voilà, on a une lampe, un premier polariseur qui est selon UX, horizontal. On place un deuxième polariseur, et alors on va un peu accélérer parce qu'il prend son temps. Bon là ils sont en croisée. Alors il va mettre selon UY celui-là. Et puis la lumière, donc les deux sont en fait parallèles, donc il y a une intensité lumineuse qui est maximale. Et puis progressivement, on va bouger un des deux polariseurs. Alors l'homme prend son temps, je vais peut-être mettre le son. On dirait mon tonton du bled. Et donc là, en fait, les deux polarisations sont croisées. Et donc voilà, là, il retrouve, en fait, il recommence. Donc en fait, là, il trace finalement la fonction cos carré de θ. Voilà. Merci. Tac, tac, tac. Ça, je l'ai dit, ça, je l'ai dit. Voilà. Donc en fait, on pourrait aller en fait beaucoup plus loin dans les dispositifs. Alors là, c'est plutôt les élèves de PC qui vont aller un peu plus loin, puisque vous allez introduire un autre type de dispositif qu'on appelle les dispositifs Lamar-Retard, donc quart d'onde, demi-onde. Et puis en fait, cette introduction à la polarisation peut vous permettre de revenir sur une expérience que vous avez déjà vue en chimie, qu'on appelle le polarimètre de Biot, je crois, qui est la prise en compte du pouvoir rotatoire de molécules chirales lévogyres ou dextrogyres sur des polarisations finalement rectilignes ou circulaires. Et donc ça, vous avez dû peut-être voir ça en chimie, c'est ce qu'on appelle les caractères lévogyres et dextrogyres de certaines molécules chirales. Je m'arrêterai là parce que je suis absolument nul en chimie. Je vous souhaite de bien comprendre ce chapitre-là. Alors ce qu'il faut avoir surtout compris dans ce chapitre, c'est pas grand-chose, c'est un petit chapitre, c'est d'où vient la loi de Malus.
Alors d'ailleurs avec une super coquille, hein, c'est cos carré de θ, donc en page 8, donc cos θ, super coquille, hein, bravo. Donc la loi de malus, hein, I égale I0 cos carré de θ, savoir qu'elle provient finalement eh bien, de la définition de l'éclairement ou de l'intensité qui est proportionnelle au carré de l'amplitude de l'onde du champ électrique, savoir définir ce qu'on appelle une polarisation, et puis savoir rapidement. Alors ça, je vous demande en fait vraiment de savoir le faire. C'est dans un sujet d'oral, on vous dira souvent, on considère une onde plane progressive harmonique de polarisation, mettons, circulaire ou de polarisation rectiligne, selon UX, tout ce que vous voulez. Et on vous dira rien. Donc c'est à vous d'écrire, par exemple, eh bien, soit cette écriture-là, E égale 0 machin chose, ou alors pour une polarisation rectiligne, d'écrire, par exemple, cette écriture, où est-ce qu'elle est, où est-ce qu'elle est, où est-ce qu'elle est, par exemple celle-là, pour une polarisation rectiligne, selon UY. Alors vous n'êtes pas obligé de mettre le phi, hein, parce qu'on peut choisir un nouvel instant, enfin une nouvelle origine des temps pour avoir phi égale à 0. Voilà, je vous remercie, bonne lecture.